Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale lecture et ça fait super longtemps que j'en ai pas enregistré une parce que j'ai finalement assez peu lu cet automne. En fait, je sais pas que j'ai très peu lu, c'est que j'ai abandonné énormément de livres avec lesquels je n'accrochais pas. Et finalement, les seuls livres que j'ai réussi à peu près à mener à bien, c'est ceux en lien avec Club que j'ai lié. Et finalement, heureusement qu'il y avait le book club parce que voilà, sinon je pense que j'aurais pas trop de vidéos à vous présenter. Alors vous allez voir, c'est des ouvrages assez gros. On a eu des lectures assez importantes par rapport à chaque fois plus de 400 pages. Les notations sont assez diversifiées. Si jamais vous êtes abonné au club de lecture, vous avez mon avis détaillé et surtout les avis détaillés des autres personnes du club de lecture sur mon compte Instagram puisqu'on fait des lives à chaque fois. Et la seule lecture que j'ai réussi à mener à bien en dehors du book club, c'est celle-ci. Parce que je me disais mais tu vas finir un autre livre et le livre que je lis actuellement, je le lis mais je me dis mais où ce livre est en train de me mener? Nulle part, on verra. En tout cas, j'ai 3 livres qui suivent, qui ont l'air beaucoup plus sympathiques. Un livre forcément pour le Dumdidou, le club de lecture de Dumdidou. Et d'autres livres que j'ai sélectionnés un peu pour l'hiver. Malheureusement, l'ironie de la chose, c'est que quand même ces livres, je les ai lus il y a un certain temps, donc je vais essayer de m'en souvenir. Et la prochaine fois, j'essaierai de prendre quand même le réflexe, si je vois que je galère à lire, d'ouvrir ma caméra un peu plus. Donc, vous allez voir, c'est des lectures assez long puisque on est quasiment à 400 ou 500 pages à chaque fois pour chaque livre. Et je vais commencer par celui-ci dont je vous parlais dans ma vidéo précédente qui était donc notre première lecture du club de lecture. C'était donc entre septembre et octobre et c'est Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu, et ça tombait à pic puisque fin octobre il y avait encore une petite grosse vague de chaleur et je vais vous lire le résumé. La chaleur est arrivée avec le diable. Été 1984 à Breathed, Ohio, hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense planté devant le tribunal qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une des femmes voisines et le shérif lance son enquête. Se produisent alors d'étranges événements qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Portée par une écriture incandescente, L'été où tout a fondu raconte la quête d'une innocence perdue et vient confirmer le talent exceptionnel d'une romancière et l'imaginaire flamboyant. Alors c'est important de vous dire que Tiffany McDaniel a écrit donc Betty, que j'ai lu je crois au printemps et qui est quand même un livre magnifique. Vraiment c'est un chef-d'œuvre mais qui est quand même assez lourd en termes d'avertissement. Donc on est sur du viol, de l'inceste. L'été où Tata fondu, on est sur une autre thématique qui est beaucoup plus autour du racisme. Donc il y a quand même certaines violences, il y a la violence et il y a meurtre, torture. Faut savoir que même si je crois que L'été tout a fondu est sorti après Betty, de ce qu'on a compris c'est que L'été où tout a fondu a été écrit avant Betty parce qu'en fait il y a plein de petites anachronismes. Le roman est daté en 1984 mais en fait vous avez vraiment l'impression tout au long de votre lecture d'être plutôt dans les années 50, même dans l'univers un peu du livre, puisqu'en fait on est dans l'Ohio, dans un endroit un peu très très blanc on va dire, avec beaucoup de relents de racisme. C'est pour ça que c'est important de préciser que Sal, puisque c'est le surnom qui va être donné au petit enfant noir qui arrive, qui est un surdoué, très très intelligent, c'est très touchant. Il va devenir le bouc émissaire de tous les problèmes qui arrivent dans la ville cet été-là. Et même la chronologie est très... En fait, il se passe énormément de choses en très peu de temps. Des fois, il y a des parties où on vous dit « Ok, ça va très très vite. En fait, voilà, et je pense qu'il y a un problème chronologique globalement sur ce livre qui n'empêche pas de vous accrocher et de... Waouh. Mais comme pour Betty, voilà, le début est long. Je crois que les 200 premières pages... Voilà, ça met beaucoup de temps à se mettre en place, c'est pas très bien où est-ce qu'elle veut nous emmener. Il y a, en fait, le narrateur c'est Fielding, donc le fils du procureur Autopsy. En fait, il y a des allers-retours avec le présent et on comprend pas très bien, donc Fielding présent versus Fielding passé. Et le Fielding passé, c'est sa rencontre avec Sal, un hiver, comment Sal va se retrouver dans la famille de Autopsy, où Autopsy va l'adopter parce qu'il est tout seul, comment il va s'intégrer à la ville, mais pas vraiment puisque il est différent, mais en fait il n'est pas la narratrice, enfin Fielding n'est pas l'accent sur sa couleur de peau, mais il est différent parce qu'en fait il est
extrêmement intelligent et il dit des choses très perturbantes aux gens qui sont en fait tout simplement la vérité, hein, voilà. Et des fois la vérité ça peut blesser. Mais globalement ce livre je l'ai vraiment... à la fin j'ai pleuré, mais j'ai commencé à vraiment accrocher que sur les 200 dernières pages et on est sur un roman de 400, quasiment 500 pages en fait. Qui est vraiment sublimement bien écrit, mais pareil, il y a des choses très froides et très dures qui arrivent et qui tombent comme ça. Et même les protagonistes passent à autre chose alors qu'il y a des décès, il y a des choses très graves et on se dit waouh, et en fait on a l'impression d'être enveloppé dans un univers un peu, c'est la réalité, mais l'impression que tous ces gens-là sont complètement drogués et passent à autre chose comme ça, sur des faits assez graves et bon globalement ça m'a un peu perturbée. Ce livre globalement il y a vraiment des soucis de chronologie qui affectent des fois la lecture. Quand j'ai relu le résumé je dis ah mais ça se passe en 1984 alors que globalement on a vraiment l'impression que toute l'action est dans les années 50 quand on est vraiment dans une Amérique extrêmement raciste. Enfin les États-Unis, hein, parce que les États-Unis ne sont pas l'Amérique. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a encore du racisme ambiant, le comportement et la tolérance, certains comportements racisme, ça date vraiment plus des années 50 et pas du tout des années 80. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup moins de tolérance et de... Parce qu'on est quand même à certains moments, il y a des scènes de lynchage, enfin c'est assez dingue. Parce que Betty a été un succès, il faut pas non plus laisser l'autrice sans correction. Et je pense que c'est dommage, je pense qu'il aurait fallu un peu remanier justement cette chronologie, parce que c'est pareil, les retours vers le présent ou Finding, au final il y a pareil, j'ai pas compris en fait l'apport du Finding présent par rapport à l'histoire qui est racontée par Finding passé. Donc c'est pour ça que finalement je donne un 4 sur 5 étoiles à ce livre, parce que il aborde des sujets extrêmement problématiques, hein. On parle vraiment du racisme systémique aux États-Unis, le traitement des Noirs, tout ce qui est comment une petite communauté d'un village peut en fait se faire embrigader de manière très sectaire, parce que vous allez voir il y a tout un développement. Ouais, quand j'y repense à ce livre quelques mois après, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de trop d'incohérences qui ont empêché finalement que ça devienne un 5 étoiles, alors que Tiffany McDaniel a quand même vraiment un certain talent pour écrire des livres, pour décrire la nature, pour décrire les sentiments des gens. Voilà, c'est dommage, mais je vous le conseille. Mais pareil, je trouve que c'est plus une lecture estivale, parce que vous avez quand même cette description de la chaleur où c'est carrément un personnage qui vient vraiment affecter les esprits des gens. Mais ça n'empêche de pas, vous pouvez aussi le lire en plein hiver. On enchaîne avec le livre qu'on a lu justement pour Halloween, donc en octobre, qui était donc Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle par Stewart Turton. Alors ce livre, il est long, hein. Il est super long, on se parle de quasiment 600 pages. Je vais vous lire le résumé d'abord. Donc, prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez pas connu depuis longtemps, mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin, et voici le roman le plus divertissant de l'année. Ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui dans cette luxueuse demeure anglaise a intérêt à la tuer? Aidan Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins. Il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Bon, alors globalement on était tous d'accord dans le club de lecture pour dire que c'était pas un chef-d'œuvre. Pourtant, paradoxalement, si on l'a voté, si on l'a pris, c'est tout simplement parce qu'il avait énormément de bonnes notations. Alors vous avez compris, il y a plusieurs journées qui vont avoir lieu avec le même protagoniste, mais en fait ce protagoniste va rentrer dans la peau de différents personnages. En fait c'est comme un Cluedo et il va changer de personnage à chaque fois, mais sur une même journée. Donc en fait il va vivre la même journée mais avec des perspectives différentes en changeant à chaque fois de peau. Mais à chaque fois qu'il change de peau, il garde les souvenirs de son autre personnage. Donc c'est Aidan Bishop qui prend les avatars de 7 personnes à peu près, mais il garde les souvenirs à chaque fois, ce qui lui permet en fait de compléter son enquête, et il essaie de bénéficier des qualités et des défauts de chaque personnage pour faire avancer son enquête. S'il ne résout pas son enquête à la fin de tous ces personnages, il devra tout recommencer à zéro avec 0 souvenir. Voilà, et donc c'est le meurtre d'Evelyn Hardcastle.
Pour moi, je trouve que le livre est clairement survendu et très très mal fini. Je crois qu'à la fin j'ai mis 3,5 sur 5 parce que c'est quand même hyper divertissant, parce qu'on veut savoir où veut en venir l'auteur, on veut savoir qui a tué Evelyn Hardcastle, on veut comprendre, parce qu'en fait il y a bien sûr d'autres morts annexes à résoudre, il y a plein d'autres petits mystères qui s'ajoutent pour justement résoudre le mystère de Evelyn, hein, donc ça fait plein de petites ramures différentes, et au final, entre toutes ces mini-enquêtes sur l'enquête, tous ces personnages sur les personnages, il y a plusieurs intrigues dans l'intrigue, hein, parce que c'est quand même bizarre, c'est quand même un peu surnaturel, hein, de pouvoir changer autant de corps. Vous avez aussi une sorte d'arbitre qui est sous un déguisement de médecin. Il y a d'autres personnages qui eux aussi changent de corps, mais pas vraiment, qui font aussi l'enquête et qui sont aussi dans la compétition et qui essaient de forcément empêcher Hayden Bishop de réussir à résoudre son enquête. Il se fait trahir. Enfin, en fait, ce livre, il y a beaucoup trop de calques. Il y avait trop de choses qui s'imbriquaient entre elles et au final, on n'y croyait plus du tout. Je peux pas révéler l'intrigue, mais c'est en fait, on ne sait pas vraiment à quelle époque ça se produit. Mais en fait, c'est tellement surnaturel et il y a des raisons qui sont justifiées, qu'on dit mais c'est pas possible que ça se passe vraiment à l'époque de Downton Abbey. Agatha Christie se retournerait littéralement dans sa tombe pour être comparée à ce roman, parce qu'il est très très mal ficelé. Je pense qu'il faudrait le lire une deuxième fois pour vraiment se souvenir de tous les indices qui sont mis partout. Mais clairement, ce livre, je sais pas si quelqu'un l'a lu. Nous, on l'a lu à l'occasion d'Halloween. Il n'y avait rien d'effrayant, hein, là-dessus. Il y avait quand même il y a un peu de violence, hein, puisqu'on se parle d'un meurtre. Mais globalement, en fait, ça m'a perdue. Et c'est pas une question il est complexe, hein, il est vraiment complexe, mais il est complexe. Je pense que même l'auteur, à la fin, il devait lui-même se perdre, parce qu'en fait, il y a trop de... ok, un jour sans fin, pas de souci, mais un jour sans fin, en changeant en plus à chaque fois de personnage, en plus en rajoutant d'autres meurtres à résoudre en même temps. Et en fait, j'ai pas réussi à me mettre moi-même dans la peau d'un personnage et essayer, vous savez, quand on lit un policier, de soi-même se dire « Ah, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça », essayer de soi-même dans son cerveau de faire l'enquête en plus de la narration. Là, j'ai pas réussi en fait. J'avais d'ailleurs aucune compassion, je me suis pas du tout identifiée à aucun des personnages. En même temps, les caractères changeaient à chaque fois, donc c'était très difficile de suivre. Ouais, même quand j'y repense, là, je me dis c'est un 3 sur 5, voilà. Et c'était tellement long à lire. Je sais pas, vous imaginez 500 pages d'un roman comme ça. Et le pire, les amis, c'est que c'est moi qui ai fait la suggestion, puisque tous les mois dans le book club, on a 3 suggestions et on fait un vote. Et c'est moi qui ai fait la suggestion de celui-ci. Donc c'est moi qui regrette amèrement d'avoir imposé ça à mon book club. Ouais, passez votre chemin pour Halloween 2024, je ne recommande pas. Je vais continuer sur le book club avant de vous parler d'un livre qui n'était pas dans le book club, puisque celui-ci, on en a parlé vraiment cette semaine. Donc c'est Glendy Vendera, Dans la forêt des larmes, donc ma 3e lecture book club, qui était donc pour le mois de novembre. Alors j'ai écouté un livre, Là où tombent les étoiles, ou je sais plus, enfin... Le titre du livre était très proche de Là où chantent les écrevisses, et globalement ma critique à l'époque, c'était que l'autrice avait pompé dans plein de livres qu'elle avait certainement adorés pour créer son propre livre, et que ça restait quand même bancal. Et c'est assez drôle, donc ça c'était une suggestion, c'est pareil, donc c'est pas moi qui choisis si on fait des votes. Ça c'est une suggestion d'une autre personne du book club, je crois que c'est Sandy. Sur le moment je me dis ça a l'air trop bien et tout. Et parce que je sais pas, j'ai pas tilté, la couverture est très belle, hein. Le titre est aussi beau, hein, Dans la forêt des larmes. Mais sur le moment, j'avais pas tilté sur qui c'était, et j'ai pas fait tout de suite le lien avec l'autre roman que j'avais lu. Et en fait, quand j'ai terminé le livre, je me suis dit mais en fait ce livre c'est pareil, c'est comme son autre livre. D'ailleurs, est-ce qu'il est là dedans? Oui, c'est là où les arbres rencontrent les étoiles. Voilà, donc là où chantent les écrevisses, là où les arbres rencontrent les étoiles. Bon. Je vais vous lire le résumé avant de vous donner mon avis, hein, mais c'est pareil, on n'est pas sur une grosse notation. Donc, du plus loin qu'elle s'en souvienne, Alice a toujours trouvé refuge dans la forêt sauvage, un lieu magique caché derrière le massif de murs qui borde le terrain de Mobido où elle a grandi. Dans cet îlot de verdure, le bruissement des feuillages et le murmure apaisant du ruisseau devenaient ses confidents les jours où sa mère buvait trop.
Aussi, est-ce tout naturellement qu'elle se réfugie au milieu des arbres 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Mais le croissement des corbeaux, l'agitation de ses garçons et son tumulte intérieur lui font commettre l'irréparable. Au moment du départ, elle oublie sur le parking la nacelle où dort sa fille. À son retour, Viola a disparu comme avalée par la forêt. Rongée par la culpabilité, Elise entame un long exil au cœur du bois pour se reconstruire. Car même si elle lui a enlevé son enfant, la nature est le seul remède qu'elle ait jamais connu. Bon, et alors déjà, on a deux narrations à ce sujet-là. Vous avez la narration de Elise, on est toujours sur du présent, et en parallèle, vous avez la narration de Raven, qui est donc Viola, l'enfant qu'elle a perdu et qui a quand même été récupéré par une autre maman. Et donc là, on est sur des mamans toxiques à gogo, sauf Elise bien sûr, mais qui a abandonné ce rôle de mère. Ce livre en fait pour moi pioche dans plein d'autres romans qui ont fonctionné ces dernières années pour créer son intrigue, et pour moi ça ne fait pas honneur au personnage qu'elle construit. Je trouve que Glendy sait très bien écrire, c'est très bien décrire les paysages, mais en fait je me dis mais pourquoi elle ressent le besoin d'aller prendre des choses qui ont fonctionné dans d'autres romans pour créer le sien, parce que franchement quand vous allez les lire, vous allez reconnaître plein de romans qui sont passés. Par exemple vous allez voir du Betty dans la maman de Raven avec son amour pour la nature et les histoires qu'elle raconte à sa fille. Enfin, voilà. Et en fait, à chaque fois, ça me pose problème parce que je me dis, mais ça manque d'originalité, d'une part. Et d'autre part, ça fait pas honneur au personnage qu'elle construit parce que Elise est une femme très courageuse qui part se reconstruire en allant camper en plein milieu de l'hiver. Ça c'est aussi un peu what the fuck parce que quand même en hiver aux États-Unis on se caille bien le fion. Ça dépend où, mais là elle est quand même, elle est dans l'est et elle traverse les États-Unis, le milieu des États-Unis, le Midwest et tout, l'île d'Appalaches, tout ça, il fait froid. Elle va camper, elle arrive quand même à rencontrer quelqu'un, mais il lui arrive des choses atroces, et en fait ce qui me gêne de plus en plus d'ailleurs dans les livres qu'on lit actuellement, c'est que pour qu'une femme, un personnage féminin soit intéressant, on a l'impression qu'il faut qu'il lui arrive des choses extrêmement graves, alors que pour les personnages masculins jamais, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de leur faire vivre genre un viol. Donc oui, je vous mets une petite avertissement: viol, agression sexuelle, voilà. Et en fait ça m'énerve parce que clairement ça ne fait pas avancer du tout le récit. Effectivement ça bouleverse Elise, mais la meuf elle a déjà un wagon entier de trauma entre sa maman qui buvait, le fait qu'elle a abandonné, qu'elle a perdu sa fille, le fait qu'ensuite elle a des addictions à l'alcool et aux médicaments, le fait qu'elle doit divorcer, le fait qu'elle se retrouve avec plus rien, même pas la garde de ses enfants. Tu dis, mais pourquoi tu viens ajouter ça sur le gâteau? Je veux dire, la meuf, elle est déjà au 50e dessous. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de ça pour que l'histoire avance? Je ne sais pas. Raven, et donc Viola, la fille qu'elle a abandonnée, en fait, on la suit quelques années plus tard avec donc sa maman qui l'a kidnappée, on peut dire. La maman aussi, elle est complètement dérangée, mais d'un autre côté, elle a quand même elle lui transmet cet amour pour la nature, cette connexion à la nature. Donc c'est pas comme le papa dans Betty, mais il y a quand même des ressemblances sur cette approche très conter des légendes autour de la nature pour donner l'amour de la nature et la transmettre. Mais bon, c'est pas aussi bien que le papa dans Betty, quand même, faut pas déconner. Il y a toute cette création, quand même, Raven à la base elle est hyper isolée, elle va pas à l'école et au final elle rencontre des garçons qui vont être adorables. Bon, il y a aussi une très belle histoire d'amour qui se met en place, mais il y a plein de trucs où on se dit mais c'est quand même bizarre quoi. Enfin, je peux pas vous révéler l'intrigue, mais c'est dommage qu'il y a plein de couacs qui font que ce livre, sur certains points, les personnages, l'intrigue, tout ça c'est super, mais c'est mal organisé, il y a des trucs vraiment qui sont pas nécessaires. Mais je suis contente, vous voyez, de l'avoir lu, parce qu'à la fin j'étais vraiment accrochée, je voulais connaître le dénouement. Mais pareil, je trouve que la fin ne fait pas honneur au personnage, c'est pas sympa. Et il y a une fin très à l'américaine en plus,
Voilà, c'est pour ça qu'à la fin je mets, et ça sera peut-être une des meilleures notations, sauf sur l'été où tout a fondu, je mets un 3,5 sur 5 parce que Glenn dit arrête de copier sur tes petits camarades. Voilà, c'est ouf parce que je me dis que les gens qui vont forcément lire, qui vont se tourner vers ce livre, ont forcément lu les autres livres. Mais est-ce que eux, ça leur fait plaisir de retrouver des ressemblances avec d'autres livres qu'ils ont vus? Moi non, moi j'aime pas parce que souvent quand vous avez lu quelque chose de super et que vous retrouvez une version un peu fade dans un autre livre, moi c'est plus de la déception. Et je me dis c'est dommage parce que je suis sûre que cette autrice qui est donc aussi ornithologue peut largement faire un livre sans s'en inspirer d'autres quoi. Enfin bon, voilà. Mais paradoxalement je pense que c'est quand même intéressant. Il est mieux que son autre livre je trouvais. Mais voilà, il y a plein de petits quoi. Notez-le vous, c'est quand même une très belle histoire. C'est une très belle histoire quand même. Voilà, c'est une très belle histoire. A posteriori, quand j'analyse, forcément, ma note est un peu sèche, mais je pense qu'on peut s'approcher du 4. Voilà, je crois que notre moyenne, d'ailleurs, c'était vers quasiment jusqu'à 4. Et voilà. Voilà. Allez, on passe à un 5 sur 5. Ça faisait longtemps. Alors déjà, j'ai acheté ce livre à Cultura. Laissez-moi vous dire qu'il est d'une beauté. Bon, on est sur une hardcover. Je suis pas du tout la nana qui aime collectionner les livres comme ça, mais lui il est beau. En fait, à vrai dire, je voulais un livre de Ali Hazelwood et je savais même pas que Love on the Brain avait été traduit en français puisque c'est du français. Oups. Ça me dérange pas de lire en anglais parce que je crois que d'ailleurs la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai présenté beaucoup de livres en anglais. Mais là c'est en français, donc ça fait du bien. Et Ali Hazelwood, je crois que c'est le livre dont j'avais besoin pour me remettre un peu parce que quand vous avez plusieurs échecs, plusieurs livres qui fonctionnent pas, je vous ai même pas montré les livres que j'ai entamés et que j'ai pas continué parce que lui, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Alors par contre, on reste quand même toujours dans un univers scientifique, les deux là, ils sont tous en thème. Donc on va lire le résumé. Oui, c'était un colosse taciturne, maussade et sombre, il était secret, introverti. Il avait un tempérament réservé et distant. Je ne pouvais exiger de lui qu'il m'apprécie, il n'en avait aucune intention. Toutefois, s'il pouvait être courtois, poli, même aimable avec tous les autres, il aurait pu faire un effort avec moi aussi. Mais non, à l'évidence, Lee Ward me méprisait et face à une telle haine, je n'avais d'autre choix que le haïr en retour. Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l'équilibre dans un univers d'hommes, Connie Warver vit selon une règle simple. Que ferait Marie Curie? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation. Ouais, mais la mère de la physique moderne n'a jamais eu à co-diriger avec Lee Ward, son ennemi juré de la fac. Séduisant et ténébreux, évidemment. Qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bee jurerait voir Levi s'adoucir pour devenir un allié, tout en la dévorant de ses yeux verts. Tous les neurones de Bee sont en ébullition. Lorsqu'elle doit vraiment passer à l'action et mettre son cœur en jeu, seule une question compte. Que fera Connie Watser? Bon, je suis d'accord, c'est cliché, je suis d'accord, on le voit venir à 20 000, mais c'est une très belle romance. Comme l'autre livre que j'avais lu de Ali Hazelwood, je crois que c'est Love Theoretically, je sais plus. Et il est super ce livre. Franchement, je l'adore. Et ce que j'ai aimé, c'est que comme d'hab, il y a beaucoup de féminisme. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est la vision de la présence des femmes dans le monde scientifique. Comment en fait Bee essaie de faire bouger les choses à son niveau et notamment via Twitter. Donc c'est intéressant, vous voyez, de voir l'intégration des réseaux sociaux et des textos dans une romance moderne parce que des fois je trouve que c'est un peu maladroit et là c'est vraiment utile, il se passe vraiment quelque chose, ça fait avancer l'intrigue, enfin si on peut parler d'intrigue, mais ce qui est bien aussi c'est que l'histoire d'amour qui va se mettre en place va mettre un peu un certain temps de toute manière et surtout quand même le travail qui est leur passion, voilà, ça reste quand même américain à ce niveau là et pourquoi Bee de base déménage dans le Texas pour prendre son travail à la NASA. Et vous avez quand même un gros accent qui est mis sur la mission qu'elle mène à bien, que son travail passe souvent avant son amour pour Lee. Au début quand même, ce que j'ai aimé, c'est justement ce petit jeu de ils se détestent et vous allez voir qu'il est vraiment bien mis, c'est pas du tout un roman cliché Friends to Enemy, je sais même plus comment ça s'appelle le truc. Il y a un plot twist de dingue en plein milieu, franchement c'est pas que de la romance, voilà, vous allez pas lire un livre que de romance, vous allez lire un livre où il y a aussi l'importance du travail, l'importance de la recherche scientifique, comment faire plus de place aux femmes dans la recherche, quelle est actuellement la position des femmes scientifiques
expériences qu'elles doivent subir. C'est pas que voilà de la romance. À chaque fois que je lis du Ali Hazelwood, c'est un 5 étoiles. Et il y a aussi forcément, je sais qu'il y a des personnes il y a des choses qui leur dérangent, mais à chaque fois j'essaie de voir quelles sont les choses qui ont pu me déranger chez Ali, et pas du tout. Même je trouve que donc vous avez effectivement forcément un peu de sexe, hein, et même je trouve que les scènes de sexe à chaque fois sont justement avec un female gaze, donc hyper inspirant, hyper respectueux de la femme. Enfin c'est voilà, tu te dis ça fait plaisir de lire ça, parce que je trouve que même certaines autrices femmes écrivent avec un male gaze leurs scènes érotiques ou sexuelles, alors que c'est pas du tout le cas pour Ali. Surtout elle est super drôle. Alors c'est vrai qu'elle a cette tendance quand même de faire des personnages femmes un peu maladroites, loufoques, et c'est un peu, des fois c'est un peu dommage, mais c'est ça qui amène l'humour, et je me suis bien marrée. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. On rigole, on s'inquiète, on s'engage et on tombe amoureux. Franchement, c'est pour ça que ça me fait à chaque fois un 5 étoiles ou 4,5 étoiles, parce que c'est vrai que bon voilà, hein, c'est un livre que j'aime beaucoup lire et que je recommande tout à fait, et avec une édition magnifique. Je sais même pas dans quel sens je vais le mettre dans mon étagère, mais regardez-moi comme c'est beau. Bon, après je sais pas si je lirai cette édition comme ça dans le métro ou dans un transport public, mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Ça doit être le coup de cœur pour terminer cette vidéo, parce que non, j'ai aucun livre audio à vous partager. J'ai commencé un livre audio qui est assez bizarre et que j'avance vraiment tout doucement, parce que je fais un très mauvais choix quand je l'ai pris, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo certainement. Voilà, je m'excuse pour ce rythme de vidéo un peu plus lent cette année, mais clairement ouais, fatigue, beaucoup de stress au travail. La fin d'année a été très compliquée financièrement, très compliquée je pense pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, on va pas se cacher, hein. Et écoutez, c'est la vie, hein. On verra bien ce que nous réserve 2024, hein. Peut-être des changements à venir, on verra. En tout cas, merci d'être là. Pensez à vous abonner ici, ou même vous savez sur Insta, TikTok, tout ça, tout ce qui vous fait plaisir. Laissez-moi un petit like, même si vous avez la flemme de mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir, parce que je sais que vous regardez pas mal quand même ces vidéos, et ça me touche quand même quand vous laissez des petits cœurs, et abonnez-vous aussi, ça me fait aussi très plaisir. Bon, en tout cas je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite.